Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres. Ça sera une grosse vidéo. Car j'ai reçu mon rapport. Ça fait depuis environ 2 semaines que je l'ai. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Car j'avais de la difficulté à digérer cette nouvelle. Pour ma part, je vous préviens, c'est pas une bonne nouvelle. Vraiment pas. Et je vais clairement montrer mon rapport en entier, en vidéo, mais surtout, il sera dans la description. Je peux le montrer, c'est mon rapport, c'est à moi. Je vais afficher la personne qui me l'a fait et surtout la place. Personnellement, je suis pas du tout en accord avec cette personne qui a fait mon rapport. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi et comment et pourquoi et voilà. Mais disclaimer, moi j'ai pas aimé la façon qu'elle a fait mon rapport. Mais c'est pas une raison de aller l'insulter. Je l'affiche parce que je suis mécontent. Mais il faut dire que chaque personne a la façon de d'être avec l'autre. En fait, moi je l'ai pas aimé, mais peut-être une autre personne, oui. C'est pour ça que moi, je vous la conseille pas. Mais si vous voulez aller la voir, allez-y. Allez-y. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mon jugement de mon rapport à moi. C'est plein de choses. Je veux juste faire un gros disclaimer. Je vais donner son nom, je vais donner la place. Je vais dire pourquoi tout. Mais juste, allez pas l'insulter. On sait pas. On peut retrouver le numéro de téléphone assez facilement sur internet. Allez pas je sais pas moi, de la haine gratuitement en fait. Voilà. Moi je suis mécontent, très mécontent de ça. Et ça n'a vraiment pas été bénéfique pour moi. Peut-être que là d'autres personnes qui se disent ok, je veux pas aller à cette place là. Alors c'est pour ça que je donne l'endroit et la personne. Voilà. Après, vous faites qu'est-ce que vous voulez. J'ai fait le disclaimer. Voilà, c'est plus rendu ma responsabilité, hein, rendu là. Bref. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va extrêmement mitigé. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo car ma santé allait pas très bien. Et j'ai décidé de recommencer malgré que ça c'était pas totalement parti. Mais c'est beaucoup mieux que ces derniers jours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Ok. Ok. Moi, je vais pas te mentir. J'ai pas fait grand chose, en fait. J'ai joué et j'ai pensé à toutes les vidéos, à tous les trucs que je pourrais faire. En fait, j'ai ruminé car ça me fait chier de pas avoir fait de vidéos pendant un long moment. Mais j'allais pas bien. Alors, d'un côté, je me dis, ah, je me tape dessus. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, c'est une bonne raison car j'allais pas très bien. Alors, ouais. Bref, je vais pas trop parler de tout ça. Je vais aller directement au sujet de mon diagnostic car on a beaucoup à lire. Je vais probablement pas tout lire car je viens juste de remarquer que j'ai 6 pages environ. C'est énorme. Je verrai. Mais dans tous les cas, mon rapport il est dans la description, première ligne, si vous voulez le lire. C'est extrêmement personnel.
Mais mon rapport, c'est à moi et je peux faire n'importe quelle chose que je peux le montrer à n'importe qui. Voilà. Et je prends la décision de vous le montrer malgré que c'est très personnel. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je suis pas d'accord sur certains points. Son nom et où la place elle va apparaître dans la vidéo. Je vais au tout début. Donc inquiétez-vous pas. Commençons au premier paragraphe. Il va y avoir une incrustation là ou là. Mon visage il va être sûrement coupé un peu. Mais l'important c'est que vous laviez, que tu l'as. Voilà. Rapport d'évaluation psychologie. Le contenu de ce rapport est strictement confidentiel et son interprétation ne devrait être faite que par des professionnels qualifiés. Non, Yann Poiret. Date de naissance, 18 juin 2003, j'ai 21 ans. Ça donne les dates où on s'est vu et la date du rapport. Motif de la consultation. De base, je voulais avoir un rapport car je sais que j'ai quelque chose au niveau santé mentale. Hein. Et je voulais aller au privé pour avoir un rapport, pour détailler vraiment qu'est-ce que j'ai, pour aller au public, pour être plus rapide de un, mais surtout pour savoir si j'avais réellement ça, pour pas faire 10 000 tests en fait. Voilà. Vraiment pour savoir si j'étais trouble de personnalité limite ou bipolaire, un des deux. Bon. Monsieur Poiret vient nous consulter de son propre gré au centre de psychologie Coin. C'est l'emplacement. Il aurait obtenu un diagnostic de trouble de personnalité limite de la part d'un psychiatre au privé. Et il aimerait mieux comprendre ce que ce diagnostic signifie pour lui. Monsieur Poiret demande une évaluation psychologique dans le but de mieux se comprendre et aussi dans l'espoir de l'espoir que les conclusions de l'évaluation lui permettent d'obtenir une invalidité permanente. Voilà. De base, c'était pour aller plus vite, parce que je sais que j'ai quelque chose au niveau santé mentale et potentiellement avoir une invalidité. Mes parents m'ont dit que selon eux, je pourrais avoir une invalidité potentiellement avec qu'est-ce que j'ai. Mais on ne sait pas qu'est-ce que j'ai. Alors, je me suis dit, potentiellement, je veux voir si je suis éligible, ouais, à avoir une invalidité permanente. Sinon, c'est pas grave. Moi, j'aurais essayé. Mais surtout, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai. Vous avez les méthodes. Vous pouvez les lire. C'est des méthodes de Testac, DAT et ouais, le Rorschach. Bref, je vais passer. Analyse, histoire, problématique actuelle. Je vais flouter. Ah, en réalité, bon, c'était pas mon adresse. Bref, je vais vous faire un résumé. Je suis dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça peut se trouver assez rapidement, fait que ça me dérange moins.
Et quand j'étais plus petit, j'ai eu une rupture de 2007 à 10-11 ans de mes parents pendant 4 ans. Et pour vous la faire courte, ma mère est bipolaire. Ça a fait que elle avait pas pris ses médicaments. Ça a fait que pendant 4 ans, ça a eu des complications car elle était malade. Et cette maladie, quand tu es malade, tu veux pas nécessairement te soigner. Tu vois pas que tu es malade. Voilà, tu le réalises pas. Et ça m'a fait des traumatismes quand j'étais plus jeune, mais étaient réglés. En fait, c'est des trucs qui s'est passé très graves, mais de mon enfance, c'est réglé. J'ai passé beaucoup de thérapie sur ça et j'en ai beaucoup parlé. J'ai eu la DPJ, j'ai eu beaucoup de personnes pour me soutenir. Voilà. C'est ça qu'elle explique dans le paragraphe. Et M. Boré nous dit que durant cette période, sa mère était instamment émotionnelle et suicidaire. Désolé pour les gros coups. Mon voisin arrête pas de faire du bruit. À minuit. C'est complètement insensé, mais bon. Descendons à la deuxième page. Comptons que sa mère et son père, blablabla. Voilà. Donc, ça paraît nous dit qu'aujourd'hui que ces deux parents sont ensemble serait invalide. Oui, en raison des problèmes mentaux, de santé mentale, et que tous les deux bénéficient de l'aide sociale pour subvenir à les besoins de la famille. Oui, l'invalidité et de l'aide sociale. Et c'est en raison de santé mentale, mais pour mon père, c'est en raison de physique. Il a eu un problème, il a eu une blessure à son épaule et ça le coupe dans le travail. Il ne peut pas travailler plus que 8 heures. Ou même 8 heures, c'est extrêmement compliqué avec ses douleurs chroniques. Voilà. Blablabla. À ce sujet, M. Boré rapporte qu'il admire ses parents ont fait leur passion, leur travail. C'est très vrai. J'ai toujours été éduqué dans t'aimes quelque chose, ben il faut pas il faut, mais la chose que t'aimes devient une passion et devient ton travail. C'est comme ça que j'ai été éduqué et ben, peut-être c'est pour ça que actuellement, c'est pour ça que je suis dans une vision de YouTube, je suis passionné et je veux que ce soit mon métier. Voilà. Ça, je suis d'accord à 100%. Ouais. Qui est le plus, monsieur rapporte qu'il doit être passionné de son travail, sans quoi il deviendrait suicidaire. Ça aussi, je suis d'accord. C'est un truc que j'ai essayé en mes 17 ans. J'ai été concierge. C'est là où j'ai commencé les vidéos YouTube. Et c'était une période de ma vie où je l'ai vraiment pas bien. Mais aussi, j'ai vu que dans chaque travail que j'ai pu avoir, même avant, si j'étais pas passionné, même si j'aimais le travail, j'étais pas capable de le faire. Il fallait vraiment que je sois passionné. Sinon, j'avais beaucoup d'émotions suicidaires et d'émotions très pas bien en fait. Au bout de 2 semaines, je pouvais péter un plomb, puis je pouvais me dire pourquoi je perds mon temps à faire ça. Vraiment, il faut que moi je vois un avenir dans le travail que je fais. Et depuis ce temps-là, depuis mes 18 ans, que j'ai arrêté d'être concierge,
j'ai juste eu peur de ma vie car j'ai appris au fur et à mesure que à chaque 2 semaines que je travaille dans un métier que j'aime pas ou j'aime mais je suis pas passionné, j'ai des pensées extrêmement suicidaires et j'ai eu peur réellement pour ma vie. Alors j'ai tout simplement dit stop, je me mets sur l'aide sociale et je m'en vais voir qu'est-ce que j'ai. Et vous connaissez la suite, la première partie, l'épisode 1. Je vais pas vous faire un dessin, on a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est une chose que je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Et je voulais absolument avoir des raisons. Et je suis pas trop d'accord à ces propos. Où je suis rendu. Selon lui, cette passion serait de créer des vidéos sur YouTube dans lesquelles il parle librement de sa vie personnelle, plus précisément des preuves qu'il traverse. Monsieur Poiret souhaiterait que ces vidéos deviennent monétisées afin de pouvoir vivre de ce revenu. Oui et non, parce qu'elle m'a pas écouté en fait. Je n'ai assez beaucoup parlé. Et le truc, c'est qu'elle a juste retenu. Monsieur Poiret veut que ses vidéos soient monétisées. Ils sont déjà. Et ça, je lui avais dit à nombreuses reprises. C'est une écoute, genre, elle a pris l'information, flou. Et deuxièmement, oui, je veux vivre de mes revenus à partir de YouTube, mais c'est très loin. C'est un rêve, là. Pour l'instant, mon objectif, c'est réellement de juste faire des vidéos et réussir, moi, personnellement, mon truc. Mais je comprends quand même de vivre de ces revenus, car je dis, en général, je dis réellement que je veux être youtubeur. C'est-à-dire, je comprends. Ça, je comprends. Mais l'autre truc, j'ai vraiment dit sérieusement que c'était des vidéos, mes vidéos étaient monétisées et elle a pas écouté en fait. Mais ça peut paraître con, mais moi ça me fait drôlement chier. Bref. YouTube, blablabla. De ses revenus, ou ça? Revenus, ok. Le patient aurait atteint un niveau de scolarité équivalent de secondaire 1 et nous dit qu'il aurait plusieurs difficultés de langage, apprentissage, tout comme son père. Ouais. Je pourrais travailler comme conciergerie à 18 ans. Ça, vous le savez déjà. Mais elle aurait démissionné en raison d'idées suicidaires, comme je l'avais dit. Depuis ce moment, M. Poiret n'occuperait pas d'emploi et bénéficiait. Ça, c'est ça. C'est les mots qu'il a choisi. Et bénéficierait de l'aide sociale pour aider ses parents financièrement. Ça, c'est à corriger énormément. Parce que de un, c'est pas pour aider mes parents, loin de là. C'est pour mes propres besoins. Et je paye une pension. C'est personnel, mais je donne 300$, 300$ à mes parents, comme si ce serait un loyer, en fait. Comme tout le monde, tout ça, mais c'est pas pour aider mes parents. C'est juste comme si je suis rendu grand, je paye une pension, et c'est normal. Bref, et bénéficierait de l'aide sociale. Je veux pas dire que je bénéficie, je veux dire que je suis obligé d'être sur
ce truc financier, car j'ai un problème mental que je ne sais pas c'est quoi et je veux pas l'aggraver en travaillant davantage. Je le sais, j'ai testé l'expérience, j'ai vu que c'était aucunement viable. Avoir des pensées suicidaires autant grosses, il faut que je soigne le problème. Alors, j'attends de me faire soigner réellement ou même de savoir qu'est-ce que j'ai. Voilà, c'est la prononciation qui me pète les couilles pour l'instant. Il s'occuperait, là aussi, il s'occuperait de son temps principalement en créant du contenu pour sa chaîne, ok, YouTube, et en jouant à des jeux vidéo. Oui, je m'occupe à jouer à des jeux vidéo, mais c'est un loisir. C'est comme si j'ai dit en nombreuses reprises que je peux pas faire de sport, mais je vais recommencer à faire du sport progressivement, petit à petit. J'y ai dit plein d'autres loisirs, mais elle a choisi de mettre ce loisir-là. Et pour l'instant, elle me fait penser pour un branleur, un flemmard qui veut juste pas se bouger le cul. Et pour un rapport que j'ai payé, je vais l'avoir marqué au tout début, mais ce rapport-là, j'ai payé 900 et des poussières, c'est-à-dire pas loin de 1000$. Je vais vous le mettre en euros. Mais pour me faire dire un truc autant faux, ça m'en fout personnellement, vraiment. Peut-être je surréagis, mais pour moi, c'est pas plausible, c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas réaliste en fait que Monsieur Poiret entretiendrait peu de relations sociales. Il nous dit qu'il aurait qu'un seul ami, le sac, mais qu'il ne l'apprécierait pas beaucoup. Pas vrai. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que... Puis c'est réellement pas vrai. Si Sac t'écoute ça, ça m'étonnerait. Mais je vais te le faire écouter en privé. Mais si t'écoutes ça, c'est pas vrai du tout. J'avais dit que ça, je le connais depuis des années. Mais la seule chose que je n'aime pas de lui, c'est qu'il n'est pas entreprenant. Ça veut dire il va jamais, mais jamais me texter d'abord pour faire quelque chose. Il va jamais me proposer quelque chose. Et c'est sa personnalité. C'est un truc que je le sais, mais quand j'ai le cerveau chargé et je veux juste me faire percer, ben c'est assez difficile et j'aime pas trop ça. Mais c'est pas un défaut, c'est juste un mini truc que j'aime pas. Puis elle fait, elle change ma prononciation. Puis c'est aussi un truc que je déteste, car monsieur se sentirait que cet ami est évident. C'est ça qui est pas évident. C'est juste que il vient pas me proposer des choses, puis loin de là, il vient pas m'appeler. Voilà. Mais très rarement. Ça aurait pu lui arriver de m'envoyer des TikTok, mais extrêmement rarement. Tu comprends? Bref, si t'écoutes ça, Zach, tu le sais que c'est honteux. Qu'est-ce qu'elle a écrit réellement? Il aurait eu une seule relation amoureuse lorsqu'il était adolescent, qu'il serait terminé à l'âge de ses 15 ans. Ça, vous le savez. Monsieur rapporte qu'il aurait vécu une rupture très difficile, blablabla. Ouais, ça je vous l'ai dit. Si vous voulez lire, vous pouvez faire pause, évidemment. Prochain paragraphe. Aujourd'hui, M. Poirot rapporte qu'il n'a plus d'idéation suicidaire. C'est vrai.
j'ai beaucoup moins d'idées suicidaires juste par moment. Le quelques moments où je déprime beaucoup, mais c'est extrêmement rare. Dans l'année, ça m'a apparu, je te dirais, 2 fois dans l'année. C'est plainte. C'est quoi? Plainte, oui. Actuelles sont surtout en lien de son stress qui vit face aux demandes de l'invalidité qui exige une preuve d'invalidité. C'est complètement faux. En fait, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété, de un. La chose qui me donne beaucoup d'anxiété, c'est le BS, le bien-être social, qui veulent avoir un papier du médecin pour voir si j'ai si je suis éligible en contrainte sévère pour avoir un montant d'argent un petit peu plus élevé pour avoir de l'aide. Et il faut le déposer à chaque mois, pas à chaque mois, mais le médecin met un mois spécifique sur le papier et par exemple, c'est à chaque 6 mois, mais à chaque 6 mois, il faut remettre le papier. Et de leur côté, ils réévaluent le papier. Moi, pour ma part, ça se finit au mois de juin. Et après le mois de juin, il faut que je trouve un autre papier pour continuer à avoir cette aide-là, mais surtout continuer à qu'ils arrêtent de m'achaler sur ça. Car j'attends de l'aide, j'attends un diagnostic, j'attends de savoir qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est comme une preuve pour le bien-être social, pour que je sois vraiment en attente et vraiment malade en fait. Vraiment malade. Voilà. Je mets des guillemets parce que peut-être je le suis, peut-être non. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Voilà. C'est juste une preuve. J'ai beaucoup payé. Voilà. À notre première rencontre, M. Poiret nous dit que son objectif de vie en ce moment est de devenir l'invalidité permanente afin que l'aide sociale le laisse tranquille avec des gros guillemets parce que c'est vrai que je n'avais marre d'avoir le bien-être social au cul et qui arrêtait pas de me demander un papier car j'avais beaucoup de difficultés à l'avoir. Mon médecin me croit pas vraiment que j'ai quelque chose, alors me met des 3 mois, 3 mois, 3 mois, et c'est extrêmement énervant. Mais le mois, 1 an, j'attends d'avoir mon résultat, puis basta, point, fini, c'est fini. Non, c'est vraiment frustrant, tout en continuant de le rémunérer. Voilà, tout en continuant de le rémunérer, c'est-à-dire qu'elle me fait passer pour un gros branleur. Et ça, j'apprécie extrêmement pas. Et qu'il puisse faire ses vidéos YouTube en paix, sans tracas. Elle me fait passer pour un gros branleur. Elle me fait passer pour une personne qui veut juste faire des vidéos, mais juste vraiment, je l'ai dit, premier rendez-vous, parce que j'étais énervé réellement d'avoir le bien-être social qui arrête pas de me demander des papiers et ma médecin qui me donne pas de papiers car elle me croit pas. C'est extrêmement frustrant et je voulais avoir un rapport pour me dire là ça va faire. Je vais savoir qu'est-ce que j'ai. Ils vont arrêter de me demander ça et je vais avoir la paix. Hein, je vais savoir au moins si jamais j'ai mon invalidité donnée, si jamais je l'ai pas. Ok, fine, je vais trouver une autre solution, je vais faire quelque chose, tout ça. Et qu'elle dise comme ça, c'est assez problématique. C'est pas du tout dans l'optique, en fait, dans qu'est-ce que je
voulait transmettre. Elle l'a transformé. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Et ça me fait penser pour un gros bâtard. Il croit que l'évaluation psychologique lui permettrait d'obtenir cette invalidité permanente en lien avec un diagnostic de santé mentale. Ben, je crois avoir l'invalidité. C'était mon but de savoir si oui ou non. Mais je croyais pas que genre je l'obtenais absolument avec ça. Je pouvais avancer les choses, mais avoir un rapport pour expliquer qu'est-ce que j'ai, oui, ça pourrait potentiellement avoir un diagnostic en santé mentale, oui. Ça, c'est juste logique. Mais qu'est-ce que je vois? Non, parce que c'est très subjectif. Comparé d'un vrai diagnostic d'un psychiatre, c'est pas du tout la même chose, mais loin de là. Ses parents l'encourageraient dans cette demande d'invalidité permanente. Oui, mes parents, de base, sont invalides et, selon eux, je pourrais être éligible, ben, accordé à l'invalidité. Alors, ils me disent, pourquoi pas essayer? Puis c'est vrai. Si on essaie pas, on sait pas. Puis en plus, si je demande cette requête-là, c'est pour aussi, si jamais je l'ai pas, c'est pas grave, pas du tout. Mais au moins, j'ai aussi deux objectifs, c'est savoir qu'est-ce que j'ai et potentiellement avoir l'invalidité si jamais c'est vraiment grave. J'ai regardé, on me l'a dit que je pouvais avoir l'invalidité avec une personne des limites. Et cette personne-là, c'est la seule qui me dit non. Pas du tout. Alors c'est très mitigé dans la médecine. T'as des personnes qui te croient, t'as des personnes qui te croient pas du tout. C'est épouvantable. Puis moi je suis dans l'optique, ben pas dans l'optique, mais je suis dans la situation où personne me croit. Mais personne me croit. C'est épouvantable. T'as quelque chose, tu veux de l'aide, personne te croit. C'est épouvantable. Il aimerait également que le rapport de cette évaluation lui permette d'obtenir des soins de service dans la deuxième ligne. Oui. Comme avoir un suivi récurrent avec une personne pour émotionnellement dans ma vie, tout ça, parce que c'est pas la job de mes parents, de mes amis, de m'écouter autant sur des trucs assez sincères et surtout assez deep de ma vie, mes questionnements, mes trucs. De cette façon, je pourrais croire qu'il aurait accès à des soins à vie, ce qu'il souhaiterait. Voilà. Ça, c'est un truc que je demande, mais j'ai appris que c'était pas possible et seulement possible au bipolaire. Je vous explique. Ma mère, elle est une infirmière depuis des années. Avant, elle avait un nom d'infirmière. Non. Bref. Elle a cette infirmière-là depuis que je suis né. Presque. Et je me dis, pourquoi pas, moi, avoir la même chose? Et j'ai appris au même moment proche que c'était impossible d'avoir le même traitement si t'es pas bipolaire. Car avoir une infirmière comme ma mère qu'elle a, c'est à cause de des hauts et des bas. Une personne normale ou même une personne TPL, trouble de personnalité limite, a pas de haut et de bas. C'est moins drastique. Alors, de moins besoin d'avoir ce besoin-là, mais ce service-là. Voilà. C'est un truc que j'ai appris, et puis bon, c'est pas grave. Maximum 1 an au CLC pour l'instant. Et ça me plaît pas trop.
pour l'instant ça va, c'est correct, mais bon, j'ai pas le goût de prendre une personne parce que je l'ai déjà pris à mes 18 ans. J'ai pris une personne pour me supporter. Ils n'ont pas pris ma requête au sérieux et au bout de même pas un mois, fini basta, selon elle, c'est démon, je n'avais pas besoin. C'est épouvantable, je demande à une personne, on m'envoie chier, rester. Puis on me croit pas, surtout. Fait que, voilà. Bref. Quand à sa propre compréhension, quand à sa propre compréhension de ses difficultés actuelles, M. Poiret rapporte qu'il a toujours senti qu'il avait une fragilité au niveau santé mentale. C'est vrai. Mais qu'il ne s'est jamais réellement senti compris, car les professionnels qui auraient souvent conclu selon je me suis jamais senti réellement compris par des femmes qui auraient souvent conclu, ouais, selon ses dires, qu'il n'avait pas de trouble de santé mentale, mais qu'il serait simplement paresseux. C'est vrai. De beaucoup. Ben, en fait, beaucoup. Tout le monde que j'ai eu au niveau professionnel m'ont traité de paresseux. Mais juste que j'avais rien au niveau santé mentale. Je te dirais, depuis mes 11 ans environ, j'ai commencé à avoir des symptômes de santé mentale. Petit à petit, à mes 11 ans, ma médecin de famille, quand j'étais plus jeune, elle s'en calissait de moi, à m'engueuler, à me crier dessus. À mes 18 ans, j'ai changé de médecin. J'ai pris, parce que c'était un pédiatre, j'ai pris un médecin de famille. Je l'ai reçu à mes 19 ans. Ouais, 19 ans. Et cette médecine-là, elle vient juste de sortir de l'école. Alors, elle n'est pas très rapide. Elle m'a refait passer des tests que j'avais déjà passés. Et surtout, elle me croit pas dans qu'est-ce que j'ai. La chose qui m'aide pas, en fait, c'est que à mon épisode 1, j'avais refusé d'aller au public pour aller au privé. Et maintenant, je retourne au, au public, car j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire de soins et de diagnostics reconnus au privé. Ben, en fait, oui, on peut en faire, mais c'est pas compatible. Genre, je peux pas mélanger le privé et le public ensemble. Car mon père l'avait déjà fait, mais actuellement, j'ai appris que non. Alors, il faut que moi je me réconcilie avec ma médecin, il faut qu'elle me recroie et que je refasse ma demande. On s'est laissé pour avoir un psychiatre au public. Voilà. Avoir des suivis au public et non au privé. Et j'ai choisi le privé au début pour avoir la certitude de pouvoir changer si j'aime pas l'environnement. Bref, et aussi, j'ai choisi le privé car je me sentais pas compris. Et j'ai toujours pas eu cette sensation-là. J'ai eu mes médecins, j'ai eu les policiers qui m'ont jamais compris. J'ai eu des ambulanciers qui m'ont jamais compris. En fait, tout le monde pense que j'ai rien, puis je suis juste un bon gros branleur qui crisse rien de sa vie et qui joue aux jeux vidéo. Et c'est extrêmement frustrant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, car je suis frustré de ça. Très frustré. Mais on continue. Où je suis rendu, oui. Ces conclusions fâchent M. Poiret parce qu'il se considère comme étant très travaillant et la même chose dans ces mots comme qui sont considèrent très travaillants. Je comprends bien. Ça fait très jugement. Ah, il se considère travaillant. Juste, M. Poiret se pense
lui-même, ou même pas pense, mais se trouve travaillant. Point. Mais bon. Il était soulagé et heureux de trouver un psychiatre au privé qui, selon ses dires, écrivait exactement ce qu'il lui demande d'écrire. C'est faux. J'ai pas dit ça. Je répète, je vous remets en contexte. J'avais été au privé. Vous le saviez. Voilà. J'avais d'abord fait un diagnostic pour savoir qu'est-ce que j'ai à un psychiatre au privé. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai. C'était en vidéo sur Zoom. Et j'ai pas écrit ça. C'est juste que j'ai expliqué ma situation, qu'est-ce que je vivais et savoir si je suis débile ou bipolaire selon lui. Et le pas transformer mes propos comme elle. Le vraiment écrire les choses que je lui disais et pas genre ok, selon moi c'est ça, tatati, pas tout transformer ton discours en fait. Voilà, c'est juste ça. Et à la fin, quand j'ai regardé mon rapport de mon psychiatre au privé, ben, le pas de blabla, le pas de chiolage, le rien, c'est réellement qu'est-ce que j'ai dit. Et selon lui, avec les trucs que j'ai dit et les trucs que lui connaît de son métier de psychiatre, il m'a diagnostiqué débile. Et je voulais savoir si c'était vraiment ça ou c'était une erreur ou je sais pas, avoir un rapport plus défini sur ce diagnostic-là en question. Et ça me frustre énormément que c'est écrit comme ça. C'est hallucinant. Rappelle-toi, je l'ai payé 1000$. 1000$. 1000. Bon, bref. C'est alors qu'il aurait obtenu un diagnostic de trouble de personnalité quelques mois avant la présente évaluation. Observation en entrevue. Bon, on va voir si c'est intéressant à discuter. En entrevue avec nous, M. Poiret est comparatif et s'exprime avec un discours abondant. En général, il présente une humeur quelque peu dépressive et avec plutôt blanc, avec certaines pics de colère lorsqu'il parle de sujets plus cherchés, effectivement, plus chargés, c'est-à-dire je sais pourquoi. De la passation du Rorschach, le patient est euphorique avec des associations relâchées. Tout le... Qu'est-ce qu'elle parle? C'est dans ma dernière vidéo de cet épisode, je pense que c'est l'épisode 4 ou 3, mais je pense plus 4. Je pense que c'est dans l'épisode 3 que je parle. Réellement, c'est des tâches en fait. Et il rapporte qu'elle apprécie ce genre de test. Bref, je vais pas tout le lire, mais le premier paragraphe, je vais pas tout le lire, mais oui, j'aime beaucoup ces genres de tests. Pourquoi? C'est des tests où je peux beaucoup parler de moi, parler de ma vision, comment que je pense, tout ça. Le discours de M. Poiret est cohérent et elle ne présente pas hallucination ou de délire frac.
j'ai aussi un peu d'avoir perdu le fil, quoique l'épreuve de réalité semble fragile. Oui, bon. Sûrement, je disais quelque chose, j'ai arrêté la caméra parce qu'elle a surchauffé. Mais on va passer dans le test de réalité qu'elle parle. Et sur ça, je suis d'accord, mais pas d'accord en même temps. Elle parle du test de réalité, du deuxième test où il fallait que je crée une histoire avec des images. Elle dit, selon elle, que je manque de réalisme, d'être dans la réalité. J'ai de la difficulté à être autonome, être dans la vraie vie, car je suis, car je rachète mes parents, je fais des vidéos YouTube, je suis dans mes jeux vidéo, je suis dans mon monde, et je suis pas vraiment dans la réalité. D'un côté, je suis d'accord parce que j'ai pas beaucoup d'autonomie, j'en ai de plus en plus chez moi. C'est pas là actuellement, mais je vais recommencer. Mais je lave ma vaisselle à moi. Si jamais là quelque chose, je me cuisine quelque chose, je m'envoie à mes rendez-vous. Bref, sur ça, je me suis beaucoup amélioré. La chose que je suis pas d'accord, c'est que le monde de réalité, je ne peux pas, financièrement parlant, partir de chez moi. C'est trop cher, beaucoup trop cher. Je voudrais, hein, mais financièrement parlant, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est impossible. Et c'est chiant pour moi, mais il faut que je prise ce côté-là. Il faut que moi je sois indépendant. Comme 99% des gens qui sont de mon âge, en vrai. Et je suis d'accord avec ça. Je manque de donner, je manque d'être seul, sans mes parents. Mais sinon, à part de ça, le monde de réaliste, je lis. J'ai la valeur de l'argent. Je gère mon argent. J'ai mon budget. Je paye mes parents comme une. Je paye le loyer. Je paye ma passion. Je gère mes vidéos. Je suis dans le monde du travail, mais dans mes vidéos, certes, le seul truc que je fais bon, c'est me risquer ma vie, ma santé mentale pour un truc débile. Parce que la société dit que il faut travailler normalement avec des gros guillemets d'un travail normal et pas jouer à des jeux vidéo. Hein. C'est complètement débile. Elle me prend vraiment pour un assez gros branleur. Sûrement le sujet que je parlais tantôt. J'espère que ça va me revenir. Ok. Du côté de monsieur présente une certaine difficulté à accepter la réalité. Oui, on a parlé à la réalité et tolère des frustrations qui sont liées. D'un côté, M. Borret peut entretenir des fantaisies qui prennent la forme de certitudes qui lui sont dues, comme si sa réalité interne devrait la réalité externe. Réalité externe. Je viens d'en parler, je donne l'exemple qu'elle donne, puis après j'en parle. Par exemple, à notre première rencontre, M. Bourret était convaincu qu'un diagnostic en santé mentale lui garantirait d'une part un statut d'invalidité permanent et d'autre part des soins individuels à vie
professionnel gratuit à vie. De un, je pensais ça au début car j'étais pas informé. Elle me fait passer pour le fautif de fou. Et de deux, gratuit à vie. Je parle du public. Voilà, on t'entend que ça. J'ai dit, j'ai pas l'argent pour aller au privé pour avoir des soins de long terme. Bref. Euh, et c'est ça. Et que en fait, moi, je pense que si une chose qui arrive, par exemple, je sais pas, tu te brises le pouce. Non, oui, tu te brises le pouce. Ben, c'est pas que du négatif, c'est arrivé pour une raison quelconque, soit tu prends pas soin de toi, au moins, ou pas beaucoup soin de toi, soit de trop été intense dans une pratique, soit il va avoir du positif. Voilà, ça arrive jamais pour rien. Voilà. Elle l'a écrit, elle l'a représenté comme la marde, comme la chiasse. Vraiment, elle était extrêmement mauvaise sur ça, c'est épouvantable. Même un bébé de 4 ans pourrait comprendre qu'est-ce que je dis. Elle me fait passer pour un esti de branleur qui crisse rien, qui travaille pas, qui veut juste profiter. Mais en réalité, je travaille énormément sur moi. De deux, je travaille énormément sur ma santé mentale parce que je veux comprendre qu'est-ce que j'ai et surtout je veux pas me mettre en péril. Et de trois, je veux de l'aide, j'appelle de l'aide. Je fais des vidéos. Pourquoi? Pour aider et pour m'aider. Je travaille dans mon coin à qu'est-ce que je peux comme n'importe qui peut pas beaucoup travailler. Par exemple, je te prends un exemple d'un vieux. Il est à la retraite, il veut travailler un peu, il travaille dans son coin, à son rythme. Moi, c'est presque la même chose. Je n'ai pas la capacité de travailler parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors je travaille à mon rythme et selon moi, c'est bon, c'est qu'est-ce que je veux faire, puis tout ça. Puis elle me reproche de être trop prudent, hein, d'être trop prudent et hein, tu veux pas travailler, ben c'est de ta faute. Non, je le sais que je suis pas capable, en mesure de travailler. Je veux avoir de l'aide. Aide-moi. C'est ton travail. Et elle pense que je suis un gros branleur et je veux pas travailler comme tout le monde. Ah, ça me frustre énormément, mais de pas idée comment que elle me fait passer pour un gros branleur de merde. Et c'est loin de là. J'ai passé toute l'année à prendre soin de moi, sur moi. Ça peut être bidon à dire, mais travailler sur soi, c'est pas nécessairement sur soi. T'sais. Mais bref, sur mes boutons, sur ma confiance en moi, sur mes cheveux, sur mon bien-être, tout ça, c'est pas rien. Et j'ai choisi à mes 18 ans de arrêter de travailler, prendre ma santé mentale au sérieux, car la bipolarité peut se développer environ vers 19 ans jusqu'à des 25 ans environ. Et ça peut se déclencher one shot, un claquement de doigts, à cause de la drogue, à cause de l'alcool, à cause des comportements de sexe, des folies brutales de sexe, je le sais, des achats compulsifs. Ça peut se déclencher à tout moment. J'aime bien mieux prendre soin de ma santé, me dire que je ne travaille pas, je mets ça de côté, de faire mon deuil sérieusement. J'ai énormément des jours et des jours et des jours
pleuré, et des nuits aussi. Mais j'ai pleuré énormément que moi, je ne peux pas travailler actuellement dans un milieu standard. Et ça me pétait les couilles. Maintenant, je l'ai accepté et je suis d'accord avec cet avis. Mais avant, ça m'énervait. Mais à mourir, là, vraiment énormément. Bref, vraiment, je l'ai condensé, mais sur ça, je suis extrêmement pas d'accord et extrêmement frustré. Car encore une fois, on me croit pas, on me prend pour un branleur. Sûrement, si tu me regardes, il va y avoir des personnes qui vont penser comme ça. Si tu arrives à ce temps de vidéo, je pense pas que tu penses que je suis un branleur. Mais au début de la vidéo, c'est sûr et certain. Il y en a une tonne qui va penser à ça. Une tonne. Pense qu'est-ce que tu veux, mais moi, je veux juste avoir du service et savoir qu'est-ce que j'ai. Niveau santé mentale, c'est ta job, c'est ton travail. Moi, je fais des vidéos. Enfin, je fais des vidéos. Si tu me demandes de faire une vidéo sur quelque chose, je fais la vidéo. Si je veux, bien évidemment. Mais toi, c'est ta job. Fais-moi un bon diagnostic et dis-moi qu'est-ce que j'ai. Ah, ça me frustre des personnes incompétentes qui travaillent comme la chiasse, qui dit son avis personnel. Ça se voit que c'est extrêmement personnel. Et surtout que ça n'est pas du tout professionnel. C'est selon... Ah, j'ai la rage là, de voir un témoignage autant merdique d'une professionnelle. C'est... Personnellement, j'accepte pas. C'est complètement insensé. Vraiment. Néanmoins, M. Boiret présente une capacité à prendre, à prendre de l'autre en se montrant ouvert à nos interventions, même si elle n'aborde pas dans le même sens que lui. Par exemple, à notre première rencontre, M. Boiret présentait une certitude et une détermination quant à son objectif d'obtenir l'invalidité permanente et ne plus jamais travailler. À la rencontre suivante, suite à l'expression de notre contre-indication face à cette idée, le patient remettrait déjà en question cet objectif et il considérait même éventuellement de recommencer à travailler. Apprendre avec des pincettes, c'est complètement faux. Encore. Première rencontre, j'étais déterminé à avoir mon invalidité car je me dis, il faut, regarde, j'ai cet objectif-là, je vais me mettre en 100%. Elle m'a dit que c'était pas possible, très clairement, hein, et que selon elle, c'était pas du tout ça. J'étais, ok, bon, si c'est pas possible, je vais changer mon objectif, je vais pas garder mon objectif. Si elle me dit ça, j'apprends, je change mon objectif. Elle me dit qu'il faudrait, pas il faudrait, mais selon elle, c'est plus un problème sur mon travail. Alors je me dis, bon, si je pense vraiment beaucoup, si je suis dans la merde totale, je me ramasse plus chez mes parents. Je suis obligé de prendre un appartement. Je vais prendre un 3,5, avoir une salle, ou même un 1,5, ou même un 2,5, par exemple. Et j'ai pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Potentiellement, oui, je vais travailler dans ce temps-là, mais je vais travailler très peu et je vais le dire à la personne très très peu, partiel, 2 fois par semaine et même là, peut-être 1 fois par semaine. Parce que, sincèrement, c'est un problème que j'ai, puis il faut le régler, mais si jamais je suis obligé
jamais je suis pas soigné entre guillemets, parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais si jamais on trouve pas la solution avant, c'est sûr et certain que je vais me bouger le cul pour aller travailler. Si jamais je suis en danger de vie ou de mort, c'est logique. Voilà. Mais si jamais j'ai le choix de pas travailler puis prendre soin de ma santé mentale, si je vais le faire. C'est où l'idée de... Hein? Elle en pense que je ne veux pas travailler. Non. Le truc, c'est que j'ai accepté de pas travailler. Mais avant ça, j'ai accepté aussi de prendre soin de ma santé mentale. C'est ça le truc. Voilà, c'est... Le délire, il va loin, là. Elle a complètement changé. Dynamique affective. Ouais, ça non, ça je vais pas le lire. Le but de l'évaluation étant d'éclairer les dynamiques affectives. Ouais. Mieux comprendre le fait que M. se sent incapable de travailler. Permettante solution pour vivre une façon heureuse. Bon, ça je vais vous l'expliquer. Dans un travail, c'est plus fort que moi. Le fait d'avoir un avenir, il faut que moi je pense, si je me mets dans un travail, il faut que moi je pense à mon avenir dans 10 ans, 15 ans, 30 ans. Et il faut que je me vois encore le faire aujourd'hui. Par exemple, je te donne un exemple. Concierge. Dans 10 ans, je me vois pas encore concierge. Alors, sur le coup, je me dis, ok, je vais faire ça pas longtemps. Mais au bout de 2 semaines, je me dis à moi, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Pourquoi que je fais ça? Tout ça. Et je deviens dépressif. Et même plus, je deviens suicidaire. Mais genre, beaucoup. Très beaucoup. Avec des hallucinations. Quand je fais beaucoup d'anxiété, c'est tout. Mais j'ai tout appris ça dans ma période extrêmement difficile à mes 16 ans, 15 jusqu'à mes 19 ans, comme à cause de ma rupture, comme on l'a vu tantôt. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais savoir pourquoi il me faut un avenir dans qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et la chose, c'est que je sais pourquoi. J'ai découvert au fur et à mesure pourquoi. Parce que je suis tanné qu'on me traite comme un pion. À travailler pour une personne que je ne connais pas, pour moi, ça n'a pas d'avenir. Tu peux pas évoluer, tu peux pas monter, tu peux rien faire. Et j'ai tellement été un pion dans ma vie qu'on peut déplacer, qu'on peut rejeter, qu'on peut insulter, qu'on peut juste malmener, que je suis plus capable. Alors, vraiment, c'est un truc de... C'est un traumatisme en fait. Depuis que je suis tout plus petit, plus jeune, j'ai tellement été malmené de partout, mais partout. École, travail, avec mes amis, mes connaissances quand j'étais plus petit. Bref, j'ai été malmené par tout le monde avec la DPJ, avec ci, avec ça. Que maintenant, je n'accepte plus. Mais genre zéro. Puis c'est depuis mes 16 ans. Non, depuis mes 19 ans. Je n'accepte plus. Personne me contrôler. Personne un geste inapproprié sur moi. Personne, rien, nada, rien. Une critique, va chier, un truc, mange la marde. C'est je n'accepte plus rien. Et c'est pour ça que j'ai extrêmement beaucoup de mal à me voir dans un travail standard,
travailler pour quelqu'un d'autre, à part si je suis passionné. C'est-à-dire que je pourrais travailler pour un youtubeur parce que je suis dans ma passion, tu comprends? Mais en dehors de ça, c'est impossible. Impossible. C'est juste physiquement impossible et c'est ça que je veux travailler. Mais pas que. C'est pas que ça. Je veux savoir si j'ai un trouble de personnalité limite et je veux savoir aussi si je suis bipolaire. Voilà. Et comme vous avez vu la dernière partie, j'imagine, je suis maniaco-dépressif, spectre bipolaire. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut réellement dire, mais bref, ça, on en reparlera. Voilà pourquoi que j'ai beaucoup de difficultés à travailler dans un milieu traditionnel. Et peut-être que c'est sûr et certain mon problème en particulier, il faut le travailler psychologiquement. C'est sûr. C'est pas nécessairement bon, mais c'est pas nécessairement mauvais d'un autre sens. C'est juste que dans un... je peux me réintégrer en quelque part à une place, mais avec beaucoup de travail comme, je dirais, un handicapé. Il faut l'intégrer à un endroit avec beaucoup de travail psychologique, tout ça pour dire ça va bien se passer, on va faire ça, avec un bel environnement, avec aussi comment que je peux me sentir, tout ça. C'est vraiment du très long terme. Et c'est tout ça que je veux vraiment prendre soin. Et j'ai cette charge mentale depuis que je suis adolescent, on pourrait dire, ouais. Et je veux prendre soin de ma santé mentale, mais tout le monde me chie à la gueule, puis tout le monde me croit pas. C'est épouvantable. Ça, je vais beaucoup le dire, mais voilà, c'est épouvantable. On passe au prochain paragraphe. Les protocoles du patient ont mis en évidence que M. Poiret aurait des enjeux dépressifs qu'il vivait davantage lorsqu'il est confronté à la réalité. Contre la dévalorisation de soi et des angoisses de l'effondrement, du manque et du vide. Ça, je vais l'expliquer. Oui, je suis côté dépressif. Et selon elle, mon côté où je suis suicidaire et avec des côtés dépressifs, c'est à cause d'un niveau émotionnel où je suis plus émotionnel que les autres. Ça, je le savais. C'est pour ça, j'en suis sûr. Mais j'ai pas de diagnostic que je suis dépendant affectif. Bref, elle pense que mon pot, tu prends un verre en fait, à la place qu'il soit au milieu. Moi, il est aux 3/4 de base. Et dans certaines situations, c'est-à-dire quand je m'en vais travailler de milieu normal, selon elle, le verre déborde. Et c'est pour ça que j'ai des pensées suicidaires. Si on réduit l'eau dans le verre, ben ça va pas déborder en fait. C'est ça qu'elle dit et c'est plutôt logique, en vrai. Mais je suis aussi d'optique de comprendre pourquoi ça déborde, pour quelles raisons ça déborde. Elle m'a proposé des médicaments sur l'humeur. Je suis pas contre. Voilà. Mais je veux quand même avoir un travail après. Si c'est juste pour me prescrire ça, va chier. C'est le pas de... on travaille pas le sujet, là. C'est comme t'as des médicaments, puis ferme ta gueule, puis voilà, fini. Et mon manque de vide, mon sentiment de vide, je l'ai beaucoup.
maintenant, moins, mais c'est un sentiment que tout vide, tu te sens pas vivant, c'est horrible comme sensation. Bref, on continue. Parce qu'il nous reste, on est à la 4e page, il nous reste encore 2 pages. Ben, pour la 6e page. Mais là, il nous reste une page en vrai. Monsieur Poiret, monsieur disait de façon plus ou moins consciente la défense hypomaniaque, comme la gratiosité de toute puissance. Ça, je sais pas c'est quoi. Je suis curieux de savoir. Enfin, d'éviter la réalité et nier ses accroisses, par exemple, en se disant qu'il peut se permettre de ne pas travailler et continuer à recevoir un aide sociale, un aide financière. Ça, c'est fou. C'est complètement fou. Complètement. La chose que je disais, c'est que quand j'allais pas bien, par exemple, je suis malade ou un truc de genre, je me disais que je voulais plus prendre soin de moi pour pas trop en faire, pour pas être malade en fait, encore plus mentalement et physiquement. Par exemple, je te donne un exemple. Quand ma tête a tourné, mais en fait, fin décembre, je pouvais aucunement tourner. Il s'est passé plein de choses. J'allais pas bien parce que ma tête tournait. J'ai tombé malade, un petit mal de gorge par-ci, un petit truc par-là, tout ça. C'était impossible. Ben, je me suis pas forcé à tourner. Malgré ça me faisait chier de pas tourner. Mais j'ai attendu d'aller mieux. Et là, je me force un petit peu. Mais je m'en vais beaucoup mieux que ces derniers jours. Mais là, vraiment, c'est beaucoup trop. J'attends trop. Mais selon moi. Mais en vrai, il faudrait quand même que j'attende un petit peu plus de temps. Car il faut que moi je récupère. Et pour mes hémorroïdes, ben, je peux pas faire de marche. Je peux pas faire grand chose en réalité. Ça fait vraiment mal. Bref, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle a écrit que je peux me permettre de pas travailler et continuer à avoir de l'aide sociale. Elle me prend réellement pour un gros branleur foutoir qui sert à rien. Vraiment, ça me donne presque envie de l'insulter. Tellement c'est tellement pas vrai, pis c'est grossier de sa part de malade. C'est incroyable, c'est ça que je vous dis. Quand on déforme mes propos, mes niveaux fois 1000, c'est incroyable. Ça m'énerve, mais ça m'énerve d'un point là. Oh mon Dieu. Et la chose que je suis pas vraiment fier, c'est que je sois sur l'aide sociale. Je voudrais sincèrement savoir qu'est-ce que j'ai pour travailler dessus et potentiellement retravailler d'un milieu correct, d'un travail normal selon eux, si je suis capable de trouver la solution, évidemment. Je dis pas que je voudrais jamais y retourner, jusque pour l'instant, à le moment que je me connais et je vis tout ça, je ne peux pas, car c'est trop risqué pour moi, pour ma vie de santé mentale, point. Puis j'arrête pas de le répéter, mais vraiment avoir toutes ces défenses sont fragiles. Tu vois, du jugement, elle me juge complètement. Et le plus souvent, fragile, et le plus souvent, la réalité
le rattrape par exemple, l'aide sociale lui demande de justifier son invalidité, ce qui le ramène à ses angoisses en surface. Pas du tout. Eux, ils veulent juste avoir un papier du médecin. Du tout. Ils me demandent pas pourquoi t'es malade. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Non, ils me le demandent déjà. Jamais. Ils veulent juste avoir un papier pour prouver que ça va pas. Voilà, selon un médecin. C'est tout. Et je suis en angoisse car je suis en attente de ma médecin. À cause de mon papier, j'ai le bien-être social qui me disent allez là, il me faut mon papier. Et moi je l'ai demandé depuis 3 mois. Mais ma médecin se bouge pas le cul. Alors, moi, il faut que moi je redemande ma médecin. Et les secrétaires de ma médecin, ils n'en peuvent plus de moi. Car je mets de la pression et eux, ils peuvent rien faire, mais j'attends toujours après ma médecin. Ah, c'est épouvantable, vraiment. De plus, M. Boiret nous avoue que son objectif d'obtenir l'invalidité permanente serait plutôt, ou aussi, celui de sa mère que pour moi. Ma mère et mon père, mais en vrai, en réalité, au tout départ, je voulais pas avoir l'invalidité. Parce que je voulais pas avoir l'étiquette d'un branleur. Mais, parents m'ont dit que je pouvais rentrer dans ce programme et ça pourrait m'aider pour un appartement. Si jamais, en même temps de faire mes vidéos, je pourrais être en appartement, avoir un petit peu plus d'argent pour soutenir à mes besoins. C'est pour ça que je me suis dit, j'y vais et c'est pour eux je le fais à la base, au départ, tout ça. Maintenant, j'ai réalisé que c'était logique, car avant j'avais pas la notion de l'argent. Maintenant, je le sais plus profond que, ben oui, c'est important d'avoir cet argent-là, parce que si jamais je l'ai, je peux mieux vivre en appartement et moins être serré. De base, je veux y aller en colocation. Bref, c'est un long sujet, ça aussi. En ce moment, M. Boiret serait à d'abord présenté pour un désir d'être ou de faire comme ses parents. C'est loin de là. Ma mère pense ça aussi et elle qui m'évalue pense que je veux faire comme mes parents. C'est-à-dire je veux être sur l'invalidité comme eux. En réalité, non. Je veux être sur l'invalidité ou tout ça, car j'en ai besoin. C'est car je suis pas soigné et je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Je le sais que j'ai un mal-être depuis un long moment. Je le blague pas. Je veux avoir de l'aide financière et on me dit en nombreuses reprises que je peux être dedans. Alors, j'essaye. Je tente ma chance. De plus, elle pense que je ne veux pas travailler, que je ne peux pas travailler. Hein? Elle, selon ses dires, c'est je ne veux pas travailler. Mais je ne peux pas travailler. À cause que je ne veux pas dépasser mes pas. Je trouve ça complètement pas vrai, mais voilà. Nous croyons que la souffrance que monsieur la souffrance que vit monsieur lorsqu'il travaille pourrait être causée en lien de la culpabilité de devenir autonome. C'est complètement faux. Pourquoi? Comme j'ai dit, j'ai amélioré mon autonomie. Et de plus, je peux pas être plus qu'autonome que ça chez moi. Je fais tout.
Sauf, je dirais, l'épicerie. Je paye mes choses, je suis autonome. Je m'en vais à mes rendez-vous, c'est autonome. Je fais ma vaisselle, c'est autonome. Je fais ma bouffe, c'est autonome. À part quand mes parents veulent faire de la bouffe, évidemment. Je vais pas compliquer ça, tout ça. Mais si jamais ils veulent pas, c'est moi qui le fais. Largement. Je, je fais mes vidéos tout seul. Je pense à mes vidéos tout seul. Je monte mes vidéos tout seul. Je peux pas être plus autonome que ça. Le seul truc que je suis pas autonome, c'est j'ai pas d'appartement. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, mais à un moment donné, c'est du foutage de gueule. Le fait de ne pas travailler serait une façon de ne pas se séparer. De ne pas se séparer. De pas devenir autonome. En réalité, elle considère pas mes vidéos comme du travail, en fait. Pas du tout. Je pense énormément à mes vidéos. Le montage, je l'ai tout appris moi-même. Je le monte, je prépare la miniature, je prépare le titre. Oui, c'est du travail, mais selon elle, non. Évidemment, elle ne considère pas ça comme un vrai travail. C'est super, wow. Préservant ainsi la relation symbiose fusionnelle avec sa mère et évitant l'angoisse de perdre l'autre. Bon. Ça c'est con. Oui, évidemment, quand je vais partir de chez moi, j'ai une grosse relation avec ma mère, plus avec ma mère que mon père. Mais ça, c'est pas juste avec ma mère, c'est avec mon père aussi. Mais évidemment, quand je vais partir, ça va faire une grosse séparation avec mes parents. Mais je ne peux pas, financièrement parlant, partir de chez moi. Mais j'y pense depuis 2021-2022. Je vous ai fait des vidéos, je me rappelle, où je parlais de mon déménagement. Ça n'a pas été fait et c'était trop cher en fait. Alors je me concentre sur moi, mais je me concentre aussi sur YouTube à 100%. C'était ça mon objectif par la suite, c'était de me trouver un chez moi avec l'argent que j'accumule avec YouTube. Voilà, c'est... Et l'angoisse de perdre l'autre, c'est normal. Chris, c'est complètement normal. Tout le monde qui part de leurs parents ont cette angoisse-là. Tu vois plus ta mère, ton père à chaque jour. À part si ça se passe mal chez toi. Mais sinon, c'est normal d'avoir cette crainte-là. De plus, M. Boré nous avoue que son objectif... non, c'est vrai. Non, en bas. En résumé, tous les éléments précédents ci-dessous expliquent selon nous pourquoi M. Boré deviendrait suicidaire lorsqu'elle travaille. Le fait de travailler présenterait une façon de se séparer sainement de ses parents, de s'individualiser, de devenir autonome. Sur ça, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord maintenant. Parce que de travailler, oui, je travaille, je suis autonome. Il demande de l'autonomie, oui, bien sûr, c'est sûr et certain. Mais de base, je le suis, je suis pas nul à chier dans l'autonomie, non. Je trouve, si je veux faire un montage, je le trouve moi-même. Je demande à personne, je le fais moi-même, c'est ça l'autonomie. C'est de faire des choses toi-même. Bref, ça m'énerve. La séparation visuelle et l'individualisation serait compliquée dans le cas de M. Boré, qui
entretient une relation symbiose avec sa mère? Oui et non. Car, oui, je comprends que ça peut être compliqué, mais c'est pas... Pour moi, ça va être compliqué aussi, mais beaucoup moins que ma mère. Ma mère, c'est la chose que j'ai le plus peur, et c'est normal quand t'as des mères très affectueuses et des mères juste que aussi je suis enfant unique, alors elle s'accroche énormément à moi. C'est un truc normal. Elle a peu de relations sociales aussi, pareil, ma mère. Alors elle vit dans sa famille, c'est-à-dire moi, mon père et elle, et Brioche, mon chat. Ben, le chat de ma mère, mais c'est notre chat. Voilà, elle se concentre juste là-dessus. Alors c'est normal que si je pars, ça lui fait très mal, puis c'est ça que j'ai plus peur. Mais moi, j'ai pas très peur vraiment. Je suis beaucoup plus autonome que qu'est-ce qu'elle pense en fait. Puis je suis très aussi pas mal solitaire. C'est-à-dire que je pourrais me passer nombreux mois sans ma mère. Et voilà. Mais selon ce qu'elle dit, ça va être catastrophique. Pas tant en vrai. Ça va être dur, mais c'est pas extrêmement catastrophique. Là. Cette symbiose serait à lutter contre l'angoisse de perdre l'autre, mais d'un autre côté, l'empêcherait parfois de penser pour et par lui-même. C'est complètement faux. C'est juste complètement faux. De plus, de travailler impliquerait de conjuguer avec les exigences et les frustrations de la réalité, ce qui serait compliqué pour M. Poiret, qui fonctionnerait davantage dans un monde hypomaniaque de plaisir et toute puissance afin d'éviter de façon sombre dans un pôle plus dépressif. En fait, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que si je travaille, je serais plus dépressif, mais ce serait bien que je travaille. Ça n'a aucune logique. Vraiment, ça, oui, ça me mettrait face à des frustrations de moi-même que je ne peux pas travailler à cause d'une raison de santé mentale que je ne connais pas et je voudrais savoir pourquoi. Voilà. Mais un réel savoir pourquoi, c'est une maladie, je le sais. C'est quelque chose, je le sais. Et pas juste un. Bon, il faudrait que tu retravailles, c'est juste dans ta tête. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est soit une maladie, soit un syndrome, soit quelque chose. Bref. Ayant une tendance à vivre ses émotions face intense et ayant un faible contrôle de ses pulsions, va chier. Loin de là. J'ai la difficulté à gérer la pression, mais un faible, c'est dénigrant de mon gueule. Faible contrôle de ses pulsions. C'est dénigrant, là. Wow. Vraiment, c'est ça. Oh, ça me frustre. Monsieur Poiret, non, monsieur, en viendrait à vivre un lot d'émotions négatives, colère, culpabilité, tristesse, lorsqu'il est confronté à la réalité de travailler, ce qu'il aurait pu l'amener vers s'agir suicidaire. Voilà, ça c'est vrai.
dit d'un autre sens, ça serait bien que je travaille. Ça n'a pas de sens, c'est dénigrant, c'est épouvantable. Elle connaît pas ma vie, c'est du jugement pur et dur. Ça me... Ah, wow, ça m'énerve. Tous ces éléments rassemblés conversent faire le tableau d'une organisation dite bipolaire de la personnalité. Autant appelée personnalité maniaco-dépressive. Ce type de personnalité est caractérisé entre autres par une angoisse dépressive contre laquelle la personne lutte avec des défenses hypomaniaques et un déni de la réalité. Le monde pulsionnel cru les affects intenses et le monde rationnel symbiotique sont également des caractéristiques de cette personnalité. Ce type de personnalité s'inscrit dans la continuum plus large. Qu'est-ce que le spectre bipolaire peut être associé ou non au problème bipolaire de l'article. Bref. Oui pis non, je suis en accord, oui pis non. En vrai. C'est des choses complètement insensées, mais là, des choses assez correctes. C'est, ouais. Conclusion. Nous croyons que M. Poiret, c'est la 5e page, c'est la dernière, pourrait bénéficier d'une thérapie éventuelle de style exploratoire afin de développer sa capacité de penser pour et par lui-même, tout en travaillant les enjeux autour de la séparation et l'individualité afin de devenir plus autonome. Sur ça, je suis quand même d'accord. C'est vrai qu'il faut que moi j'aie plus d'autonomie. C'est vrai, il faut que moi je travaille sur plein d'aspects. Il faut que moi j'aille une thérapie. Il faut que moi je travaille le truc réellement du pourquoi de mon mal-être et pourquoi qu'il me faut absolument un truc comme ça. Ça, voilà. Il faut que moi je travaille aussi pour que j'ai ce côté soit DBL ou bipolaire, un des deux. Il faut que moi je vois. Ça c'est très vrai. Voilà. Thérapie, oui, mais plus suivi. Pas avec un psychologue, plus un suivi avec un psychiatre qui prend vraiment au sérieux comparé à un psychologue prend à moitié au sérieux là. Car les propos que tu dis à son calice en fait à l'écoute, qu'est-ce qu'elle veut écouter, c'est tout. C'est complètement con. La thérapie pourrait également lui être un lieu pour explorer sa réalité externe, comme ses croyances et ses fantaisies, mais aussi de travailler son rapport à la réalité externe, les frustrations qui sont liées. Fantaisie et croyances, va chier, je n'ai jamais parlé de mes fantaisies et mes croyances. Et mes frustrations externes puis internes, personnellement ça veut rien dire.
c'est oui, j'ai des frustrations parce que la vie est juste complètement conne. Parce que il faut que tu rentres dans un moule. Absolument. Si tu rentres pas dans le moule, ben, hein, t'es un connard, t'es un bon à rien, tu fais rien de ta vie, puis voilà. Il faut que tu fasses un travail normal, un travail standard, comme tout le monde, puis tu fermes ta gueule. Ah, ça, je déteste ça. Et me faire marcher dessus, là. Non, merci. Il nous semble que M. Poiret possède les ressources pour entretenir un tel suivi, considérant sa capacité et son appui sur l'autre, dont le thérapeute, ainsi que l'ouverture qu'il peut montrer à mettre en question et travaille certaines de ses croyances. En réalité, oui, je voulais parler de... Je suis très ouvert, car je veux savoir l'avis de l'autre. Juste mon avis, c'est pas trop bien. C'est bien d'avoir plusieurs avis pour par la suite voir quelle personne pense de ça. Je vais pas m'influencer sur la vie de l'autre personne, mais au moins ça me donne une vision en large. Et oui, je suis ouvert. J'étais ouvert à elle pour savoir qu'est-ce que ça va donner, malgré qu'on n'a pas la même vision. Mais elle a fait son rapport purement objectif, purement, et non professionnel. Zéro, justement, objectif selon elle, puis c'est tout, point. Ah oui, selon moi, c'est un bon à rien, ouais. Ça sert à rien, il profite, puis ces vidéos, c'est rien, c'est de la merde. Non, non, vraiment, c'est insultant. Mais oui, j'ai une ouverture d'esprit quand on me prend au sérieux et surtout quand on me croit. Et pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. C'est à part avec le psychiatre au privé que l'a réellement pris mes mots au sérieux et il l'a pas transformé. Un suivi médical en psychiatrie serait important et nécessaire afin d'évaluer si la prise de médication psychotrope pourrait stabiliser l'humeur de M. Poiret en apaisant son angoisse dépressive, mais aussi favorisant l'ancrage de la réalité et mieux contrôler les défenses hypomaniaques et les agir potentiels. En réalité, ça, je trouve ça, comme j'ai dit, je suis pour, mais je suis aussi contre. Si on me donne ça pour dire ferme ta gueule, prends ça, puis voilà, on travaille à rien. Non. Si on essaye de travailler et ça marche pas, de nombreuses fois ça marche pas, là on essaye de prendre ça, je good. Parce qu'on travaille le truc, on travaille le problème. Je vois beaucoup de personnes qui passent des médicaments pour rien, rien. Ça, je déteste. Ouais. Concernant la question de l'invalidité permanente, nous ne croyons pas qu'un tel statut et ses implications seraient aidants pour M. Poiret. Voilà. Bon. Tout le paragraphe, ils disent que ils pensent pas que ça serait bon pour moi. Et ils pensent plus que retourner graduellement au travail, ce serait mieux parce que ça pourrait être plus autonome. Et voilà. Elle me donne aussi des livres que je peux lire sur qui pourraient m'aider. Puis voilà. Après, c'est des suggestions. C'est-à-dire avoir un suivi, me faire évaluer, être pris en charge par un médecin, un psychiatre, tout ça. Et
retourner au travail graduellement. Dernière page, je vais vous la montrer, mais très vite, mais elle a sa signature et un petit truc à la fin. Bref, moi je vais faire ma conclusion, je vais déposer mon téléphone. Ma conclusion, c'est une grosse partie que c'est faussé. On me prend pour un branleur, un vaut à rien, qui sert à rien, qui profite du bien-être social et qui veut juste pas travailler, qui pogne le cul puis qui joue à des jeux vidéo. C'est ultra pas raciste, mais genre ultra rabaissant. C'est vraiment c'est genre ça me dénigre de malade. De un, j'ai essayé d'avoir un rapport pour mieux me comprendre. De deux, j'ai essayé d'avoir un rapport pour potentiellement savoir si je suis éligible à l'invalidité, selon elle. Et de 1, de 2, de 3, j'ai fait ça pour savoir si j'étais principalement bipolaire ou TPL. Elle me dit que je suis ni bipolaire ni TPL, je suis entre les deux. Je suis genre les deux. C'est insensé. Et ça n'a pas arrêté de me dénigrer. La fille, j'étais pas en accord au début avec elle. Et par la suite, j'ai continué parce que je me suis dit, je la paye quand même. Et je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. L'expérience, elle a été nulle à chier, mais nulle à chier. Et finalement, ça a été juste extrêmement mauvais parce que elle a juste pas compris, moi, ma vision, moi, qu'est-ce que je voulais dire. Et je veux pas qu'elle aille dans mon sens, loin de là. Mais je voulais pas aussi qu'elle me dénigre. Je voulais juste avoir un diagnostic juste, comme j'ai pu déjà avoir avec mon psychiatre. Je vais vous le mettre là aussi, le psychiatre. Pas beaucoup, mais juste une petite partie. C'est juste que j'ai été pris au sérieux, selon lui, le fait, ok, ben c'est ça, de tous les signes, c'est ça, puis point barre, de tout. J'ai pas eu de suivi, je l'ai vu 15 minutes, lui, le psychiatre au privé, alors c'est normal. Voilà pourquoi que je veux un suivi au public. Et je voulais donner le diagnostic que j'ai eu de TPL au public, mais il l'accepte pas. Alors je voulais faire un rapport, un gros rapport qui explique qu'est-ce que j'ai en détail, tout ça pour savoir si je suis TPL ou bipolaire et pourquoi, tout ça, à quel âge que je l'ai découvert, c'est quoi mes symptômes, qu'est-ce qu'on pourrait ressembler avec ma mère, tout ça, plein de petits trucs. Mais là, ça a été extrêmement pas arrachant. Ben, bref, ça n'a pas été concluant. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que t'en penses là. La prochaine étape, c'est dur à dire, mais la prochaine étape, ça va être d'aller voir mon médecin, de dire que je suis pas en accord avec mon rapport et espérer qu'elle veuille refaire une demande au CLC pour avoir un petit gâteau au public et recommencer au public. Maintenant, j'ai plus la peur d'être coincé avec un psychiatre parce que j'ai beaucoup plus de réponses qu'avant, malgré que elle m'a dénigré de fou. Mais j'ai beaucoup de réponses que ça peut être plus un trouble de personnalité limite que bipolaire. Et c'est très intéressant parce que je prends soin de ma santé mentale, j'essaie de gérer la pression, mais j'ai beaucoup de difficultés comme ma mère et j'ai beaucoup de ressemblances avec ma mère. La dépendance affective et le manque de gestion de pression. C'est deux trucs que c'est très similaire. Plus, moi j'ai
un nom, comment dire, un nom définitif sur la manipulation de moi. C'est-à-dire, c'est pas bien. Non, tu me cries pas après. Tu me dis aucunement. Tu me dis tranquillement de dire. Il faudrait que tu fasses plus ça, que tu me le montres. Point. Mais après me dire, non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Va chier. Maintenant, mon but, c'est demander à mon médecin si elle veut refaire une demande au public pour voir un psychiatre. J'espère que je ne serai pas en conflit avec elle. J'ai eu tort de aller au privé, mais maintenant je sais plus qu'est-ce que j'ai. Je me connais plus et j'ai plus peur d'avoir un psychiatre sans pouvoir rien, pas le changer. En fait, si j'en ai un, je le garde. Malgré si c'est de la marde, c'est... Je pense que tu peux changer de psychiatre une seule fois seulement. Et même là, je pense que ça te prend du temps. Bref, j'ai plus cette peur. Et de toute façon, c'est ma seule solution pour savoir qu'est-ce que j'ai. Et aussi, potentiellement, d'avoir l'invalidité, si je peux l'obtenir, bien sûr. Mais c'est pas mon... Maintenant, c'est plus mon objectif numéro un. Loin d'être là. Je l'ai, tant mieux. Je l'ai pas, tant pis. C'est pas grave. Je m'en fous. L'important, c'est juste de savoir qu'est-ce que j'ai mentalement et de vivre ma vie, en fait. Ça peut paraître con, mais on se pose beaucoup de questions pour rien. La communauté, pas la communauté, mais la société fait genre des problèmes pour rien. Va en forêt. Vis ta vie. Tu vas pas avoir une personne qui va te dire, qui va te critiquer sur ah tu travailles pas, ah pourquoi, personne va te faire chier. Tu fais ton truc dans ton coin puis c'est tout. Point barre. C'est tout. Même pas une personne va te dire allez plus vite, il en faut plus, c'est vous, c'est plus. Personne. Alors, j'ai réalisé que après d'avoir fait mon rapport que réellement mes problèmes étaient minimes. Puis il faut juste beaucoup de lâcher prise. Puis juste te dire que travaille ici, mais petit à petit. Puis acharne-toi, mais juste petit à petit. J'ai tellement donné d'énergie pour qu'on me croive que maintenant, j'ai envie de mettre un gros fuck you à les personnes qui veulent pas me croire. Crois-moi pas, je n'ai rien à chier. La seule personne qui sait qu'est-ce que je ressens, c'est moi. Alors, va chier du plus profond de ton cul. Voilà. C'est autant simple que ça, mais vraiment, une personne qui te croit pas, c'est une personne qui mérite même pas ton attention. C'est incroyable. Crois pas, ok, next. Point. C'est vraiment, mais mentalement c'est dur et petit à petit j'essaie de me mettre ça dans la tête, de dire ah te crois pas, ok next. Ça va prendre du temps, mais next. C'est une solution. Puis en vrai, c'est quand même déprimant de se dire ça, mais il y a des gens qui n'en valent pas la peine. C'est triste. Mais je veux pas finir sur une note négative. Cette année, je suis très confiant. Et je vais me donner plus que 1000% sur YouTube. Et réellement, il faut que je me bouge le cul. Puis il faut que moi je fasse, je sois rigoureux dans mes choix. Puis il faut que moi je le fasse millimètre près. Sérieusement.
C'est très important. Il faut comment je sois, comment dire, minutieux, il faut comment je sois précis dans les choix que je prends. Et si malheureusement je peux pas, ma médecin veut pas me donner un papier, car j'ai foiré, j'ai fait une petite erreur d'aller au privé et j'ai attendu 2 ans pour avoir une réponse, puis je l'ai refusé au public. Ben, regarde, je vais changer de médecin, puis je vais essayer de trouver une personne qui pourra réellement m'aider. Ça arrive des erreurs et on est humain. Puis c'est encore triste ce que je vais dire, mais je vais pas finir là-dessus, mais si jamais le suicide de ma part, ben au moins je pourrais dire que j'aurais pas essayé de m'en sortir. Mais pour l'instant, mentalement, ça va. Je me respecte. Je m'en vais pas trop loin. Et surtout, j'envoie chier tout le monde qui veulent me faire passer vers l'autre côté. Même les médecins. Même les professionnels qui me croient pas. Je les envoie chier. Du plus profond de mon cul. Puis je vais toujours me battre juste à temps que j'en peux vraiment plus. Et j'aurais tout fait les capacités que je peux faire de ma part. Alors, courage à mon moi du futur. Mais surtout, courage à vous si vous voulez vous lancer dans une grosse aventure. Courage et perdez pas la patate parce que il faut des gens comme vous qui peuvent nous remonter le moral et votre sourire est 10 fois mieux qu'un gros marabout qui critique tout le monde. Vous êtes incroyable, puis restez incroyable. Je vous aime énormément. Cette vidéo-là, elle a pris beaucoup de temps à se faire. Puis elle a pris beaucoup de rush parce que actuellement, j'étais à mon 10e rush. J'ai eu beaucoup de blabla. Dormez bien. Si vous voulez me supporter, likez, commentez, abonnez-vous. C'est rare que je le dis, mais ça me ferait super plaisir. Et partons à l'aventure pour l'année 2025. On est capable. Et vous êtes les meilleurs. Les meilleurs. Je vous aime fort. Dormez bien. Good night.